Bon, alors, ben, bonjour à tous et toutes et merci d'être là aujourd'hui pour, cette, présentation, d'un projet qui nous tient à cœur et qui nous amène, différentes questions, qui nous amène à traverser, différents, questionnements, défis, mais aussi découvertes. Qu'on va partager avec vous. On voulait ajouter là, dans notre, notre présentation personnelle que vous sachiez que, ben, pour ma part, là, je suis professeure et chercheur, mais j'ai aussi travaillé plusieurs années là, dans le milieu clinique comme ergothérapeute dans le domaine de la santé mentale. Donc, j'ai eu à me rapprocher beaucoup de l'expérience là, des aînés qui vivent avec des enjeux de santé mentale. Et puis pour ma part, moi, j'ai eu une formation en éducation physique, une maîtrise qui a porté sur le sujet de la qualité de vie des aînés. Donc, c'est certain que ce qu'on vit ensemble, le projet qu'on va vous présenter, j'ai un grand intérêt, Ginette aussi, là, assurément. Là. Donc, on est co-chercheurs toutes les deux pour ce projet-là. Donc, on va débuter tout de suite la présentation avec le plan de ce qu'on veut vous jaser. Finalement, la participation sociale et l'inclusion des aînés, des personnes aînées vivant avec un enjeu lié à la santé mentale, pour mettre le contexte. Ensuite, on vous présente un peu qu'est-ce que c'est aussi le programme Participe présent, l'historique du projet, comment c'est né tout ça, la mission des centres communautaires de loisirs aussi. Et puis le projet de recherche comme tel, là, avec les stratégies, le cœur un peu là, de où est-ce qu'on en est rendu finalement. Alors, les stratégies retenues et les adaptations proposées, puis les prochaines étapes et bien sûr vos questions. Donc, on vous invite à prendre des notes lors de la présentation. Alors, notre projet part d'un constat par rapport à la participation sociale et l'inclusion des personnes aînées qui vivent avec un enjeu lié à la santé mentale. Si on regarde au niveau des statistiques, il y a entre 13% et parfois dans certains écrits, on trouve jusqu'à 20% là, des aînés québécois et canadiens qui vivent avec une problématique de santé mentale. Puis ça inclut des personnes qui vivent avec la dépression, de l'anxiété, des troubles de consommation de substances ou dépendance aux substances, puis aussi des personnes qui ont des troubles comme les troubles bipolaires ou les troubles psychotiques, par exemple. Donc, il y a une proportion de personnes qui vivent avec de tels enjeux. Et ce sont des personnes qu'on n'entend pas beaucoup, qu'on ne voit pas beaucoup. Là, on a décrit ça comme étant des personnes socialement invisibles. Ce n'est pas écrit nulle part que ces personnes-là vivent avec ces enjeux-là. On a remarqué au fil du temps, puis dans les études aussi qu'on a fait, que ces personnes-là participent peu dans leur environnement, dans la communauté. En tout cas, certaines personnes, pas toutes, mais certaines, et souvent vont concentrer leur participation dans des organismes communautaires spécialisés en santé mentale, mais ils ne vont pas aller autant dans l'extérieur, dans des centres communautaires, par exemple, ou dans des organismes là, qui offrent d'autres types de services. Donc, on en conclut qu'il y a un besoin pour développer des ressources, mais des occasions aussi de participation active dans la vie de tous les jours, mais dans la société aussi. Et c'est ce qui a mené au développement du programme Participe présent. En fait, ça date quand même de 2012, là, le développement de ce programme-là, dans ce qu'on appelait autrefois le CSS Cavendish, qui est maintenant un CIUS. C'est le CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. J'espère que j'ai tout bien dit les lettres qui correspondent. Donc, où on constatait quand les intervenants qui allaient dans la communauté, qui allaient à domicile, constataient que les personnes qui recevaient des services de santé mentale ne participaient pas tellement dans la communauté. Mais pas seulement ces personnes-là, d'autres personnes qui recevaient des services à domicile, qui vivaient de l'isolement. Donc, qui avaient peu accès aux ressources dans la communauté. Et quand ce premier groupe là, qui a
commencer à questionner la participation de ces aînés, aussi consulter les organismes communautaires. Ce qu'ils disaient, les organismes spécialisés pour les aînés disaient on a un inconfort avec, on ne sait pas trop quoi faire avec ces personnes-là, quoi leur offrir. Et les organismes en santé mentale ils disaient on sait qu'il y a des besoins, mais nous, on n'arrive pas à les combler en ce moment. C'est ce qui a mené au développement initial du programme Participe présent, qui s'est échelonné quand même sur plusieurs années, qui a mené au développement d'un programme d'intervention de groupe. Et ça s'est fait en co-construction. Ça veut dire qu'il y a eu différentes personnes, différents types, si je peux dire, donc autant des chercheurs que des intervenants, que des aînés aussi qui ont participé au développement de ce programme-là. Ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que le programme Participe présent n'était pas réservé uniquement aux personnes qui ont des enjeux de santé mentale, mais que toute personne, dans le fond, qui souhaite augmenter, améliorer ses opportunités ou ses occasions de participation pouvait en tirer un bénéfice dans ce programme-là. Alors, pour la diapo suivante, on vous explique, on vous montre là, ici l'objectif du programme Participe présent qui vise à promouvoir la participation communautaire des aînés qui vivent avec des difficultés psychosociales avec ou sans problème de santé mentale. Donc, c'est le but initial de ce programme-là, mais on peut dire qu'on peut l'élargir à d'autres populations aussi. Dans le cadre de notre projet, c'est comme ça qu'on l'a intégré. Donc, les objectifs de ce programme-là, c'est de développer les compétences personnelles des participants, mais particulièrement habiliter les intervenants à utiliser des stratégies pour favoriser la participation sociale et améliorer la continuité des services. Donc, on ne vise pas seulement les personnes, mais aussi l'environnement. Le programme est composé de 4 volets. Le premier volet, c'est une rencontre individuelle, un entretien individuel pour créer un lien avec la personne, puis voir aussi comment elle voit sa participation dans le groupe, si elle a des objectifs personnels, par exemple, et si elle a des besoins personnels aussi. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a cette première rencontre-là, ce premier défrichage, si je peux dire. Le volet principal qui prend le plus d'ampleur dans le programme, ce sont les ateliers de groupe avec différentes thématiques qu'on va vous présenter là, dans la diapo suivante. Mais il y a aussi 2 autres volets. Un volet de visite des ressources communautaires. Donc, il ne s'agit pas seulement d'en parler, mais il s'agit de le faire aussi, d'aller connaître des ressources. Et un dernier volet qui s'appelle « Capsule de communication médiatique ». En fait, c'est une façon de diffuser ce que les membres du groupe ont le goût de partager avec la communauté ou encore de partager ou de se donner comme message suite à chacune des rencontres. Donc, on va s'arrêter et dire, mais qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on aura envie de dire aux gens? Qu'est-ce qui nous fait du bien de partager ensemble? Ça va être un mot, une phrase, un constat, une expression, une image, mais qui sert à donner une voix aux personnes. Donc, prochaine diapo, les thèmes du programme, il y en a 8. Donc, participer, qu'est-ce que c'est? Miser sur ses forces. Celui-là est particulièrement important parce que c'est vraiment la base du programme. On est axé sur les forces et non pas sur les problèmes, encore moins sur des diagnostics ou des symptômes. On veut vraiment partir de ça, s'appuyer sur les forces des personnes pour l'ensemble des thématiques pour l'ensemble des ateliers. Donc, on poursuit la communauté, source d'opportunités, le vieillissement, comment s'y adapter, dépenser pour participer. Il y a des aspects plus concrets qu'on aborde aussi. Communiquer, un outil pour participer, puis le réseau social, c'est vraiment l'importance d'être avec les autres. Comment on vit ça? Comment ça se passe? Et quelles sont nos forces qui vont nous soutenir dans l'actualisation de la participation sociale, puis le dernier qui est participation citoyenne, trouver sa voie. Donc, quelle est ma place dans cet espace de la communauté? L'historique du projet, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve ensemble à vous présenter cela? C'est que finalement, avec l'expérience clinique que Ginette vous disait, là, son expérience professionnelle
sa participation à la création du programme comme tel, elle est venue présenter au colloque de l'IVPSA. L'IVPSA, c'est l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés, en 2018. Donc, moi, j'ai participé à son atelier et puis je trouvais que c'était vraiment intéressant qu'on puisse faire quelque chose ensemble pour que les centres puissent bénéficier de ce programme-là, finalement, là, pour qu'on puisse l'intégrer dans les milieux là, de vie des centres communautaires de loisirs. Et bien sûr, rattaché au laboratoire sur l'expérience inclusive du loisir qui est à l'UQTR, ben, on a déposé, on a fait une demande au Fonds de recherche Société et Culture et elle a été acceptée. Donc, nous voilà, on est dans l'élaboration du projet, là, on vient de débuter la 3e année là, du projet comme tel. Je vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas les centres communautaires de loisirs, nous, la Fédération, on est là pour eux, puis nos membres se répartissent dans la province de Québec dans 11 régions administratives, pour être plus précis, donc il y a près de 80 centres qui sont membres de la Fédération, qui ont pour mission de favoriser l'accessibilité, comme vous le disiez, l'inclusion de tous pour tous les groupes d'âge. C'est vraiment du 0-99 ans, mais c'est vraiment aussi pour aider au développement holistique de la personne, de soutenir la famille, encourager l'implication des citoyens dans leur communauté. Puis ça, c'est fait par les 3 moyens d'action. Alors, c'est sûr, les centres communautaires de loisirs, on passe par le loisir communautaire, mais on passe aussi par l'action communautaire. Et là, quand je parle d'action communautaire, je peux vous donner un exemple bien concret, les jardins collectifs, les cuisines collectives, les distributions alimentaires, etc. Ça, c'est de l'action communautaire. Et de l'éducation populaire, bien sûr. Vous avez sûrement vu dans les centres communautaires qu'il y a des cours de francisation, des cours d'anglais, mais ça reste que ça peut être aussi sur le plan plus informel, quelqu'un qui apprend à jardiner à travers le jardin collectif, c'est de l'éducation populaire aussi. Fait qu'on voit ça peut s'appliquer à différents moyens d'action aussi, l'éducation populaire. Ça a une grande place au sein des centres communautaires de loisirs. Puis nous, ben, pourquoi on est intéressé? C'est sûr que ça fait partie de leur mission d'être inclusif, là, les centres communautaires. Donc, de faire un projet comme ça, c'est vraiment dans la ligne, là, oui, on désire, les centres désirent être plus inclusifs, mais ils ne peuvent pas toujours le faire. Et suite à une étude pilote, on voyait qu'il y avait un manque de formation et d'habileté des intervenants pour mieux intervenir auprès de ces gens-là qui ont des enjeux de santé mentale. Puis il y a aussi le préjugé des autres participants et intervenants à l'égard de ces aînés-là qui pouvaient faire que les gens étaient moins intéressés à participer ou ça les excluait là, de façon plus directe. Là. Donc, c'est vraiment des obstacles à l'inclusion et nous, ça nous intéressait de développer quelque chose pour favoriser cette inclusion-là. Il faut savoir aussi que on a beaucoup d'intérêt pour les aînés. Il y a beaucoup d'autres projets qui sont en ligne aussi, là, en développement présentement là, avec d'autres recherches. Donc, ça, c'est pour brièvement vous dire un peu qui sont les centres communautaires et qui est la Fédération. L'inclusion, comme vous le voyez, on l'a imagé ici parce qu'on trouve que c'est important que tout le monde comprenne que, en fait, on peut faire des fois mélanger un peu les termes intégration, inclusion. Avec l'image, ben, l'image vaut 1000 mots. On comprend bien que l'intégration, c'est quand même, c'est bien, mais nous, on vise vraiment l'inclusion qui est là, la mixité des gens dans une même activité et non un groupe à côté puis un autre groupe à côté qui sont dans une même salle, mais qui ne sont pas nécessairement ensemble. Donc, c'est ce à quoi nous, on vise là, avec le programme Participe présent en milieu communautaire dans nos centres. Voilà. Alors,
le projet dont on vous parle, on vous a parlé des besoins des aînés, du développement du programme Participe présent, des centres communautaires de loisirs. On met tout ça ensemble et ça mène à une recherche-action, un projet de recherche-action qui vise, puis je vais vous expliquer ce que c'est la recherche-action, en quoi ça se distingue un petit peu d'une recherche plus conventionnelle. Donc, on vise à adapter le programme Participe présent pour l'implanter dans les centres communautaires de loisirs. Puis, on spécifie là, dans un environnement inclusif qui va favoriser la participation des personnes aînées qui vivent avec des enjeux de santé mentale. Puis notre expérience se passe dans les régions de Québec et de la Mauricie et du centre du Québec présentement. Une recherche-action, c'est une recherche... Ah non, excusez, je vais parler des objectifs avant. Donc, les objectifs plus spécifiques du projet, c'est de documenter d'abord les besoins et les moyens pour favoriser l'inclusion des aînés. Et ça nous mène à retenir des idées, des stratégies dont on va vous parler un petit peu plus loin. Donc, pour adapter le programme Participe présent dans le contexte des centres communautaires de loisirs, on va le mettre à l'essai. On est en train de préparer ça aussi. Et on va identifier au travers de ces expériences-là les conditions optimales. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le meilleur contexte là, pour une implantation réussie qui, en même temps, inclut des personnes qui ont des enjeux de santé mentale. Donc, pour préciser, là, la recherche-action, vous voyez une espèce de spirale, c'est parce qu'il y a différentes étapes, différents cycles. Puis vous avez, là, c'est écrit à côté, observation, analyse, réflexion, action. Fait qu'on va faire différents cycles comme ça. Observation, ça passe aussi par de la collecte de données. On est allé chercher des informations, on a rencontré des personnes, on vous en parle un peu plus loin, pour mieux comprendre quels sont les besoins, les obstacles, les stratégies. On a analysé tout ça, puis on en est venu à penser à des stratégies qui nous semblaient applicables là, dans le contexte. Et là, on va passer à l'action en faisant des essais, puis ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une démarche où nous-mêmes, on prend conscience parfois de certains enjeux que la recherche peut amener. Parce que des fois, on peut faire une recherche, puis on ne s'en rend pas compte, mais on peut être en train de marginaliser les personnes aussi ou les stigmatiser sans le vouloir. Évidemment, ce n'est pas intentionnel. Donc, ça nous fait réfléchir aussi sur notre façon d'être, notre façon d'aborder les problèmes dans la recherche. Donc, on évolue en même temps que le projet de recherche. Oui, tout à fait. Alors, on vous met en image là où on en est rendu au niveau du projet. C'est sûr que vous voyez au début du projet, on avait la création du comité de chercheurs pour nous aider à démarrer. Et ensuite, le comité de pilotage, on va vous en parler un petit peu plus loin. Puis par la suite, c'est sûr qu'on a eu une collecte de données avec des groupes de discussion là, qui a fait que là, ça nous nourrit là, pour développer des conditions optimales pour l'implantation du programme. Il y a aussi eu une journée de consultation. Puis là, il faut savoir que cette journée de consultation-là, on était en présentiel. Mais le début du projet a commencé avec la pandémie. Donc, nous avons tout fait les rencontres en virtuel. C'était une bonne adaptation au début, mais finalement, on a réussi quand même à ne pas prendre trop de retard malgré tout. Là. Ce qui fait que maintenant, on est rendu plus dans cette section-ci où on prend en note, avec les données qu'on a reçues des groupes de discussion, comment on peut mieux implanter le programme Participe présent. Puis là, on se trouve dans cette section-ci du projet qui, comme on va vous le dire, là, des prochaines étapes, ça va être plus à l'automne pour l'implantation. Le comité de pilotage, c'est un comité qui apporte l'aspect pratique sur la réalité des gens là, qui vivent vraiment un enjeu de santé mentale, mais aussi ceux qui sont des usagers. Fait que vous voyez, c'est composé de personnes
âgés de 60 ans et plus vivant avec une problématique de santé mentale. Puis là, j'en profite, on a fait exprès pour laisser ce mot-là parce qu'initialement, c'était comme ça on l'avait mentionné. On allait chercher ces personnes-là qui avaient une problématique. Puis en cours de route, le comité de pilotage, en jasant avec les gens, il nous disait, ben nous, problématique, nous, ça nous colle moins à ce qu'on vit. Là. On dirait peut-être plus un enjeu de santé mentale, là, ça serait plus approprié. Donc, on a ajusté notre façon de les dénommer, là, de les nommer. Composé aussi de proches de ces personnes, de ces aînés-là qui vivent des enjeux de santé mentale, des intervenants ou animateurs ayant de l'expérience auprès de ces groupes d'aînés-là, de centres communautaires de loisirs et aussi, en cours de route, on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir des intervenants qui sont dans des organismes de santé mentale. Fait que ça a été fait ça aussi, c'était fort intéressant. Des usagers aînés qui sont dans les centres communautaires de loisirs, qui vivent, qui sont usagers là, des activités comme telles, puis des représentantes du comité de chercheurs, comme je vous disais en début, on a créé un comité de chercheurs qui était avec nous pour nous aider, puis là, ben, on en a aussi 2 représentantes là, qui sont dans le comité de pilotage là, qui alternent selon les besoins. Puis, ben, jusqu'à maintenant, on s'est rencontrés vraiment 8 fois par année et on commence la 3e année. Et on sent une belle énergie, une belle dynamique là, dans le comité de pilotage, mais on sent qu'ils sont intéressés parce que ils nous ont partagé aussi le fait qu'ils ont l'impression que ce qu'ils font ensemble, ce qu'on fait ensemble, ça va apporter quelque chose au milieu de façon concrète. Donc, je vous ramène à cet aspect-là que finalement, c'est le comité de pilotage qui nous aiguillonne plus sur le plan concret parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est que ça fasse des changements dans les milieux sur le terrain. Là. Donc, c'est vraiment un comité fort important sur lequel on se base beaucoup là, pour la recherche, là, pour notre projet. Oui, puis j'ajouterais que les représentants des chercheurs, du comité de chercheurs, on est en minorité. Alors, toutes les autres personnes sont plus nombreuses, fait que des fois, on se fait remettre à notre place quand on commence à flyer un petit peu Oui, trop haut dans nos idées. Puis c'est parfait, c'est vraiment parfait. Fait que c'est vraiment une richesse. Maintenant, donc vous avez compris, le comité de pilotage est un élément important dans la recherche et bon, qui nous a guidés aussi pour les prochaines étapes où on voulait mieux connaître les besoins, les obstacles, les stratégies des personnes aînées, mais de l'ensemble des personnes concernées par ce programme-là dans les centres communautaires, par l'implantation du programme dans les centres communautaires de loisirs. Donc, on a fait des groupes de discussion avec des représentants sensiblement les mêmes que dans le comité de pilotage, donc des personnes aînées de 60 et plus, vivant avec des enjeux de santé mentale, des usagers aînés des activités des centres communautaires, des personnes qui animent des groupes d'aînés dans des organismes de santé mentale et ou dans des centres communautaires de loisirs. Et on a ajouté aussi, bon, il y avait les proches de ces personnes qu'on va rencontrer là, dans les temps qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et on a rencontré aussi des pères aidants en santé mentale. Ce sont des personnes qui ont vécu une expérience de la santé mentale et qui ont suivi une formation pour pouvoir accompagner d'autres personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale là, dans leur rétablissement. Alors, on a rencontré là, des représentants, des personnes de chacun de ces groupes-là, plusieurs groupes de chacun des sous-groupes. Puis ça, c'était en virtuel, évidemment. Et donc ça, c'est une source principale d'information. On a commencé à faire ressortir, suite au groupe de discussion, les besoins, les obstacles, les stratégies. Ça nous a mené à faire une journée de consultation à laquelle tous les participants des groupes de discussion étaient invités parce qu'on avait encore des questions qu'on trouvait qui n'étaient pas résolues à ce moment-là. Alors, on a proposé aux personnes là, de venir
discuter. Donc, il y avait des représentants. Là, vous voyez, on était sur place à Drummondville, mais il y a aussi un écran parce que ça se faisait aussi en virtuel. Fait qu'on était bimodal. Et on a donc là, fait, il y avait, les gens étaient divisés en 3 groupes, il y avait près de 40 personnes, à peu près moitié-moitié en visioconférence puis en présence, pour approfondir encore quelques questions, puis on va pouvoir vous parler là, d'une synthèse de l'ensemble de ces résultats-là. Donc, la Il faut prochaine... savoir que cette journée-là aussi, on a vécu un beau moment d'inclusion parce que les gens étaient de différents types là, de groupes, là, comme on vous a mentionné, des gens qui ont une problématique, des usagers, tout ça. Puis ils se sont rassemblés ensemble pour parler de l'inclusion, puis d'essayer de trouver des stratégies. Puis à la fin de la journée, il y avait le goût d'aller prendre un café ensemble. Là. Fait que l'inclusion était, était réussie. C'était un bel exemple qu'on a vécu là, lors de la journée de consultation. Donc, les thèmes abordés lors des groupes de discussion, puis on est parti des informations que les personnes nous avaient données, leurs perceptions, leurs expériences, puis on a fait ressortir des questions là, à la journée de consultation. Donc, on vous partage maintenant une synthèse, parce que vous pouvez imaginer, là, avec le nombre de personnes qu'on a rencontrées, ça faisait beaucoup de choses. Alors, ce qu'on vous partage aujourd'hui, c'est une synthèse des stratégies proposées qui nous semblaient peut-être les plus parlantes, les plus explicites dans notre objectif là, de créer un environnement inclusif. Alors, ce qui ressortait dans tous les groupes qu'on a rencontrés, c'est vraiment unanime, c'est l'accueil, c'est l'importance de l'accueil dans les centres communautaires de loisirs. L'accueil, ça peut être très large, là. Fait que ça inclut le premier contact, que ce soit en appelant pour prendre l'information ou en se rendant sur place, la réception, les personnes qui sont à l'accueil ou à l'entrée, mais aussi l'animateur, comment la personne qui anime l'activité va accueillir les personnes. Puis ce qui ressortait, évidemment, c'était des valeurs d'ouverture, de bienveillance, d'écoute aussi des besoins des personnes, puis d'une flexibilité aussi dans l'approche. Donc, de laisser de la place à ce que la personne puisse manifester quand c'est disponible pour elle, ses besoins. Puis ensuite, il y avait aussi quelque chose qui est très concret. Fait que là, ce qu'on commence à parler dans cette diapo-là, c'est vraiment l'environnement plus large là, du centre communautaire. Fait qu'on pourrait voir ça un petit peu comme un entonnoir. Donc, c'est quoi cette place-là? Qu'est-ce que ça prend pour que déjà les gens aient envie de franchir un pas puis de venir vers le centre communautaire? Donc, il y a aussi l'accessibilité qui a été mentionnée par la plupart des groupes. C'est très concret, mais c'est ce qui fait qu'une personne aussi peut se permettre ou pas d'aller dans une activité au centre communautaire. Les frais d'inscription, est-ce qu'il y a moyen de rendre ça accessible à ce niveau-là? Puis le transport aussi. Comment le déplacement peut se faire pour des personnes? Donc ça, c'est des points importants qui, dans nos prochaines étapes, on va les approfondir davantage pour voir comment ça se manifeste là, dans le concret. Ensuite, pour la prochaine diapo, la prochaine diapo parle de la formation, d'autres stratégies qui étaient suggérées. C'est de faire une formation pour les animateurs. C'est sûr qu'il faut former les animateurs à qu'est-ce que c'est que le programme Partie Présent d'abord, mais il y a aussi toute cette approche de sensibilisation aux besoins des participants. Comme l'a dit Ginette tout à l'heure en début de présentation, on n'est pas axé sur les symptômes, au contraire, on est axé sur la personne, c'est les besoins des participants. Donc, il y a cette sensibilisation-là aux besoins des participants qu'on veut mettre l'accent, que les animateurs aient un souci
et aussi un souci de, de faire ce programme-là dans une approche plus centrée sur le vécu, sur les expériences des gens, des participants. Donc, ce n'est pas dans une approche théorique, c'est vraiment les gens qui vont faire que l'activité va se vivre par leur partage, leur expérience, leurs échanges, l'écoute qui vont se faire l'un envers l'autre. Donc, cet aspect-là est vraiment important à mettre en relief là, lors de la formation comme telle. Puis l'autre stratégie, bien sûr, c'est le recrutement des participants. Mais comme on vous en a parlé aussi, l'inclusion, on veut que ça soit ouvert auprès de personnes qui ont, oui, des enjeux de santé mentale, mais aussi à toute personne, même ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est ouvert à tous, mais c'est certain qu'on va quand même faire des invitations plus spécifiques, là, comme on dit, dans des milieux choisis, notamment des organismes en santé mentale. Là. Et puis, c'est sûr qu'on ne veut pas de référence, pas du tout, tout ce qui a trait au diagnostic, on n'est pas là du tout. Là. Je ne sais pas, Ginette, tu veux rajouter quelque chose sur ce point-là? Ben, je mettrais l'emphase peut-être sur quelque chose que tu as dit, dans le fond, que c'est ouvert Oui. à tous. C'est pas un sous-groupe de personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale qui vont venir au centre communautaire, mais c'est vraiment une activité qui est ouverte à tous et on fait une invitation peut-être particulière en allant en parler de cette possibilité-là dans des milieux choisis comme des organismes de santé mentale, peut-être éventuellement aussi dans le CIUS au niveau de la première ligne qu'on appelle, donc les services qui sont dispensés au CLSC, par exemple, ou parfois il y a des personnes qui vont faire des demandes, qui vont avoir des besoins particuliers. Donc, on pourrait rejoindre ces personnes-là de cette façon-là. On vous a parlé des adaptations par rapport à l'environnement, le centre communautaire aussi, la façon de faire, la formation. Puis si on va plus spécifiquement par rapport au programme lui-même, ben, on veut amplifier, encore mettre l'emphase sur le vivre ensemble. Donc, de célébrer les différences, de mettre que les différences ne soient pas un problème, mais plutôt une richesse du groupe. Donc, ça, c'est une adaptation qu'on veut apporter, peut-être en ajoutant une thématique là, aux 8 qui sont présentes. On n'a pas encore déterminé ça, mais ça va être quelque chose qui va être davantage mis en évidence. On veut aussi explorer le concept de santé sociale qui est issu de notre journée de consultation. Une participante qui faisait un parallèle entre, ben, on se soucie de notre santé physique, on se soucie de plus en plus de notre santé mentale. Qu'en est-il de notre santé sociale? Puis on a trouvé comme, wow, quelle bonne idée. Alors, on trouvait que c'était plus inclusif, c'est pas tant centré sur des problèmes, mais on a envie de savoir, ben, est-ce que ma santé sociale, elle est comment? Comment est-ce que je suis là? Est-ce que je suis contente de comment ça se passe? Puis comment je veux amplifier, avoir plus de satisfaction dans le domaine social. On trouvait que c'était plus inclusif. Ça reste une idée, un concept à développer, mais on voulait le partager parce qu'on trouve ça vraiment à date, des gens à qui on en parle, qui ne sont pas des chercheurs, ça les interpelle. Quand on est dans la recherche, on a toutes sortes d'autres modèles puis de concepts qui nous viennent en tête, mais quand on en parle spontanément, les gens, ça les interpelle. L'autre adaptation au programme, c'est une flexibilité du cadre ou des règles ou de la façon de fonctionner pour tenir compte des besoins des participants. Puis, par exemple, ce qu'on nous a dit dans nos groupes de discussion, c'est que parfois, le fait d'être accompagné par une autre personne,
ça aide. Plutôt qu'on le sait, quand on part, on fait un essai tout seul, on se retrouve dans un groupe, ben ça peut créer une certaine anxiété. Puis on se dit: «Ben, comment je vais faire ma place? Comment ça va se passer? Comment les gens vont m'accueillir?» En étant avec quelqu'un d'autre, ben ça facilite les choses. Donc on veut, mettre ça comme une proposition, si c'est possible de faire ça, que ce soit un ami ou un intervenant ou quelqu'un en qui la personne a confiance. On a eu aussi des exemples, au niveau de l'assiduité ou de la présence, que pour certaines personnes, ça peut être difficile d'assurer une présence régulière à cause des défis, des enjeux qu'elle vit, et on peut parfois, pour cette personne-là, d'être présente pendant un certain nombre de rencontres, ça peut représenter une victoire, un succès. Donc, revoir la notion de participation puis de succès aussi dans cette participation-là, en tenant compte du besoin des personnes, de parfois de peut-être prendre une pause, prendre une distance, puis revenir. Donc ça fait partie des exemples là, de flexibilité de la participation des personnes. Puis pour faire un peu de pouce là, sur cette flexibilité-là, ce qu'on trouvait intéressant là, pour avoir justement comment connaître les besoins des personnes aînées, c'est qu'à l'heure de la rencontre individuelle, on pense que c'est peut-être un bon moment pour justement voir et valider avec les participants quels sont leurs besoins aussi. Les prochaines étapes pour notre projet. Donc, nous sommes en train de faire, de monter une formation adaptée pour les animateurs de centres communautaires de loisirs. Et ensuite, faire l'implantation du programme, on souhaite en présentiel à l'automne, à Drummondville, puis à Québec aussi, là. Donc, on est en train de monter cette formation-là, mais aussi d'identifier les conditions optimales là, pour faire une meilleure implantation du programme au sein des centres communautaires de